annoncé justement par l'API sur les IDE, est-ce qu'aujourd'hui c'est quand même mieux que ce que c'était, si on devait simplifier? Je pense qu'il faut quand même être un peu plus prudent. Faire un bilan, ce n'est pas un procès. Il faut que les gens, en tout cas en Algérie, il faut qu'on apprenne à faire nos bilans et qu'on se regarde face à face et qu'on se dit on a réussi, on a moyennement réussi ou on n'a pas réussi du tout. Donc, ce qu'on pouvait appeler grosso modo un échec de politique économique n'est pas imputé à une personne en elle-même, ni le président, ni son gouvernement, ni le reste, mais imputé à un choix de politique économique. Les gens doivent savoir que dans le choix d'une politique économique, vous avez affaire à ce qu'on appelle, on appelle ça en économie, les effets de saison. Oui. Les effets de saison, ce sont des impacts ou des événements ou des crises majeures qui vous frappent, que vous ne maîtrisez pas, que vous essayez de juguler, de gérer, mais qu'en réalité, vous ne maîtrisez. Qu'est-ce que vous maîtrisez dans le Covid ? Allez, paf, vous avez le Covid, vous avez un blocage des chaînes logistiques, un blocage pratiquement des livraisons de toutes sortes, une explosion des prix et un peu la pagaille dans les circuits de distribution économique des biens et des services. Qu'est-ce que vous allez gérer ? Soyez le plus génial du monde, ça ne changera pas grand-chose. Vous sortez du Covid et paf, vous avez une crise financière induite par une crise militaire à l'est de l'Europe et vous importez de l'inflation. Allez-y lutter. Donc, il faut que les gens comprennent que les politiques économiques ne sont pas des politiques angéliques, ce sont des politiques, ce qu'on appelle d'adaptation au réel. C'est du réalisme. Maintenant, quand on dit par exemple au président de la République, on va faire le bilan du président de la République, ce n'est pas sa République à lui, c'est la République de nous tous. On fait notre propre bilan nous-mêmes. Le président, ou les trois présidents que constitue la puissance publique algérienne, le président du Parlement, le président de la République et le président du Sénat, ce sont ces trois personnes-là qui ont mandat du peuple. En fait, c'est le peuple. Ce que disent ces trois personnes-là, ce que veut le peuple. D'ailleurs, le président, il veut, je suis élu pour exécuter les 54 engagements que le peuple a acceptés, que j'ai fourni, que le peuple a accepté. Donc, finalement, c'est une expression de la volonté publique. Donc, le président, les trois présidents de l'Assemblée de la République et du Sénat, il faut les prendre comme étant ceux qui expriment la volonté publique, qui expriment la volonté du peuple algérien. Maintenant, le problème, il est situé, comme l'a si bien dit mon collègue tout à l'heure, Ider, que le problème, il est situé un peu plus bas. Il est situé au niveau du gouvernement. Maintenant, on peut poser la question entre le lien entre l'autorité suprême, l'autorité publique qui a un mandat du peuple, et l'élite d'exécution qui est le gouvernement et tout ce qui est agence et administration publique. Tout le monde, tous les Algériens savent que le problème n'est pas dans le premier étage, il est dans le deuxième. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le deuxième? Pour choisir un compagnon dans un gouvernement, c'est-à-dire un gabarit d'un niveau de ministre ou d'un secrétaire d'État, moi quand je suis secrétaire d'État, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais on prend toujours des ministres. Alors, les ministres, vous avez trois critères pour choisir un ministre. Vous avez le critère technocrate, vous choisissez un bon technicien. Vous avez le critère de la fidélité, il est fidèle au président, c'est un homme du président, il exécute en bonne et due forme la volonté présidentielle. Et vous avez le troisième point, un homme politique visionnaire. Les choix que le président Tebboune a fait jusqu'à maintenant, la plupart du temps, c'est son choix. Il a un mandat pour faire ce qu'il veut. Personne ne va lui amputer ses prérogatives. Les choix sur lesquels il a joué sur le premier gouvernement de Jarrad, c'était un gouvernement exclusivement technocrate. On n'avait pas d'homme politique. Vous allez me dire, mais il avait raison, il avait tort. Il n'avait ni raison ni tort. Il sortait d'un rejet populaire de la classe politique. Mais les hommes politiques acceptables. Oui. Le deuxième point, donc le premier gouvernement J'attendais la réponse de Jarrad, à ma question. Mais je vais y revenir. Le premier gouvernement de Jarrad, s'il a échoué sur plein de dossiers, c'est parce qu'il manquait de vision politique. Mais une vision économique. C'est des hommes qu'on a ramassés à peu près du terrain, du secteur, la plupart, du secteur public. Comme par hasard, les ministres viennent du secteur public, personne ne vient du secteur privé. Donc, on a essayé d'en faire une équipe pour gouverner le pays. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. La deuxième équipe, c'est Ben Abdelrahman, le président lui-même l'a dit, qu'il a été un peu déçu par certains technocrates venus droit des universités. Il a dit qu'ils étaient brillants avec leurs diplômes, mais quand on leur confiait la gestion, il chevauchait au premier pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une deuxième mixture, il a pris un deuxième mélange. Il a fait un mélange des hommes fidèles de président, ceux qui exécutent la feuille de route pour laquelle lui-même a été élu, et quelques technocrates. Mais il y a toujours absence des hommes politiques visionnaires. Donc, il y a eu l'équipe de Sibn Abdelrahman, personnellement, je l'adore. Quand on dit Nasbou. Donc, c'est un grand monsieur. Peu importe, je dis ça pour dire la qualité de la personne. Oui. C'est un homme de grande qualité, mais ce n'est pas un homme visionnaire.
il exécute la chose au jour le jour, au quotidien. D'ailleurs, c'est un financier de métier. Il a fait son travail, il a géré la boutique au mieux qu'il a pu. Mais il y a des limitations par les effets de la politique mondiale. Tu as la crise mondiale, la crise financière, la crise de guerre, les impacts, même les jeux de domination. Même le président lui-même a parlé de sabotage dans l'économie algérienne. Donc les jeux de domination extérieure. Aujourd'hui, on a un diplomate chevronné qui est Premier ministre. Chauffez par exemple la réserve fédérale Bank of America, où je dis les taux d'intérêt, le taux d'intérêt qui te elle crée la pénurie de dollars. Qui crée la pénurie de dollars, ça veut dire qu'il y a la monnaie تاعك راح لك في التaux de change, راح لك في الtaux d'intérêt. Entre guillemets, je suis en train de vous démolir de l'intérieur. Donc le président de la République, avec ses 3 gouvernements successifs jusqu'à Nadir al-Arbaoui, il essayait de naviguer entre ces contraintes-là et souvent elles lui sont imposées. Il n'a pas toujours fait le choix. Maintenant, lui, il a fait le choix des hommes. Parfois, ça réussit, ça lui a réussi. Parfois, ça ne lui a pas réussi. Mais je dirais qu'il manque actuellement, sur ma responsabilité, qu'il manque quand même les hommes visionnaires dans le gouvernement actuel et éventuellement les gouvernements futurs. On entend. Monsieur Slama, on parlait d'investissement et la question que je vous posais, est-ce qu'aujourd'hui, on a une réelle stabilité juridique du nouveau code d'investissement sur une période, je le rappelle, de 10 ans? En parlant chiffres. Oui. Tout de suite, un chiffre, il va vous faire froid au dos, surtout à mon ami banquier. Quels sont le taux des investissements étrangers acquis à novembre 2023, avec la nouvelle loi, avec tout l'arsenal juridique qu'on a mis en faveur de l'attraction des investissements étrangers? Vous savez quel est le chiffre? 2%. Exactement 1,9. Donc, sur les 5 000, je ne sais pas, 5 400, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas, ou 4 500, voilà, je ne me rappelle plus, de projets inscrits à l'agence de l'investissement, enfin en termes de pourcentage, 2% seulement, 90 exactement, 90 de projets qui sont avec les étrangers ou totalement détenus par des étrangers. Si vous faites le bilan, moi je fais le compte, exactement 1,9%. Donc, on n'a pas réussi. On n'a pas réussi à attirer les investissements étrangers. Il y a une chaîne de télévision nationale d'ailleurs, qui m'a sollicité hier pour donner une interprétation. Je dis, oui, docteur, vous avez dit ça, mais vous l'interprétez comment? Je vais vous dire, on fait parfois des choses bien, et vite fait, on les casse par une mesure anti-économique. Moi, j'appelle ça des mesures anti-économiques. Et je vais vous l'indiquer. D'ailleurs, je pense que l'autorité publique, à un moment donné, quand on a commencé à mettre le flash aléha, elle l'a retiré. C'est lorsqu'elle a mis en place le fameux comité interministériel de la création d'une nouvelle pression fiscale sur... Bon, entre guillemets, pour récupérer la masse d'argent on va dire la masse d'argent noire qu'on n'arrive pas à récupérer, qui circule quelque part, et qu'on accuse ceux qui les détiennent de les avoir mal acquis. Bref, ou mal acquis, je ne sais pas. Bref, ce comité interministériel qui était venu avec de bons, comment dirais-je, de bonne foi, comme une économie angélique, il voulait que je récupère l'argent. Il a mis la pression sur des entreprises qui étaient avec des capitaux étrangers, et j'en connais. J'en connais parce que j'ai audité à leur bénéfice, sur leur commande et tout, des entreprises. Enfin, l'une que j'ai auditée était avec un partenaire chinois. Elle a laissé sur la table 123 emplois et l'entreprise qui était en 3 filiales a été complètement disloquée. Au jour où je vous parle, ces entreprises doivent beaucoup d'argent au fisc suite à l'intervention de ce fameux ministère, de ce fameux comité interministériel, d'ailleurs qui a été dissous. Mais les dégâts ont été faits. L'image qui a été transmise par ce comité-là aux investisseurs étrangers, attention, vous n'êtes pas en sécurité. Et donc, on a pris des mesures anti-économiques, alors qu'à l'origine, on a mis tout un arsenal de lois pour faire de l'attractivité pour l'Algérie, attirer les capitaux. Donc, je pense que, de ma conviction à moi, et mon ami qui me connaît là-dessus, je suis profondément libéral, mais je dis toujours que l'économie, c'est une horloge suisse. Il ne faut pas trop mélanger. Monsieur Slama. Monsieur Idel, avant de vous poser une question qui